Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité au Burkina Faso. Pas d'accord pour le moment sur le transfert du pouvoir aux civils malgré les tentatives de médiation de la CEDEAO à Ouagadougou ce mercredi. Au sein du ZANU-PF, l'Union nationale africaine du Zimbabwe Front Patriotique, présidée par Robert Mugabe, l'heure est à la succession. Si aucun candidat officiel n'a été déclaré, l'épouse du chef d'État, Grace Mugabe, fait figure de favorite. En Tunisie, les électeurs sont appelés aux urnes le 23 novembre pour élire leur président et seule une femme est en lice, une candidate indépendante, Keltsunke. Mais tout d'abord, avant de développer ces titres en Libye, le Parlement issu des élections du 25 juin et reconnu par la communauté internationale était boycotté par les députés islamistes qui avaient d'ailleurs formé un gouvernement parallèle, une anarchie institutionnelle qui vient de prendre fin. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale a en effet été invalidé ce jeudi par la Cour suprême libyenne. La Cour avait été saisie par un député islamiste pour se prononcer sur la constitutionnalité du Parlement. Sa décision est immédiate et définitive. Toutefois, il y a peu de chances que cette décision soit suivie des faits. Qui, pour diriger le Burkina Faso pendant la période de transition, les discussions en ce sens qui ont eu lieu à Ouagadougou ont pris fin ce mercredi et devaient mener à la nomination d'un civil à la tête du pays, comme l'avait exigé la communauté internationale. Mais pour le moment, les négociations n'ont pas porté leurs fruits. L'opposition et une partie de la société civile refusent en effet que les anciens membres du pouvoir prennent part aux pourparlers. Reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Valentin Wendiam Compaoré. Une semaine après la démission du président Blaise Compaoré et la prise du pouvoir par l'armée, le Burkina Faso peine à trouver la personnalité consensuelle pour diriger la période de transition comme souhaité par la communauté internationale. Ce mercredi, 3 chefs d'État de la CEDEAO étaient à Ouagadougou pour rencontrer la classe politique, la société civile, les autorités coutumières et religieuses pour définir un plan de sortie de crise. À l'issue de ces consultations, les chefs d'État et de gouvernement ont pris note des opinions exprimées par toutes les parties prenantes qui ont marqué leur accord sur la nécessité de: premièrement, la levée immédiate de la suspension de la Constitution permettant au Conseil constitutionnel de déclarer la vacance du pouvoir et annoncer les processus de la mise en place d'un gouvernement de transition. Deuxièmement, la nomination urgente par consensus d'une éminente personnalité civile pour présider la transition. Troisièmement, la formation d'un gouvernement de transition pour une période d'1 an. D'après la médiation conduite par les responsables de la CEDEAO, la poursuite des consultations entre les acteurs politiques et la société civile burkinabé est nécessaire pour une transition qui suivra les normes constitutionnelles. Toutefois, la nomination d'une personnalité civile pour conduire la transition n'a toujours pas été décidée. Le premier point intéressant à noter, c'est la volonté de tout le monde, ici et avec eux, de rentrer dans une transition démocratique et civile qui ne sera pas très longue et qui aboutira en novembre 2015 à des élections régulières pour continuer que notre pays aille de l'avant. Nous avons aussi été sensibles vraiment à leur compréhension de la situation du pays. Chaque pays a sa particularité. Et ils ont bien compris, ces chefs d'État, que ce qui s'était passé ici, c'était une insurrection populaire, un soulèvement populaire, qu'on ne peut pas traiter comme un vulgaire coup d'État. Lors de cette séance de médiation, l'arrivée d'une délégation de l'ancienne majorité présidentielle a entraîné un arrêt des négociations. La médiation de la CEDEAO et de la communauté internationale se poursuit ce jeudi et vendredi dans le cadre du sommet extraordinaire qui se tient à Accra, au Ghana.
Dans le reste de l'actualité, en Égypte, une bombe a explosé ce jeudi près du palais présidentiel du Caire, la capitale, faisant un blessé. Mercredi, 2 explosions dans un train et dans le métro ont causé la mort de 3 personnes et tué 3 autres depuis la destitution par l'armée du président Mohamed Morsi. Les attaques dans la péninsule du Sinaï sont devenues régulières. Elles se sont depuis peu exportées vers la capitale. Qui succédera au chef d'État zimbabwéen Robert Mugabe à la tête du ZANU-PF, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique? Ses partisans s'en inquiètent et si aucun successeur n'a été désigné officiellement pour l'instant, certains avancent le nom de la première dame, Grace Mugabe. Ibrahim Ndiaye. La bataille pour la succession du président Robert Mugabe est lancée au sein de son parti, le ZANU-PF, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, Front patriotique. Au pouvoir depuis 1980, le chef de l'État Robert Mugabe n'a toujours pas désigné son successeur au sein de sa formation. Les spéculations vont bon train chez ses partisans sur les futurs candidats au poste. Parmi les noms évoqués figure celui de l'épouse du chef de l'État, Grace Mugabe, âgée de 49 ans. Robert Mugabe est un paradoxe dans la situation actuelle, car il est cause des crises multiples qui affectent le Zimbabwe et en particulier en termes de division du ZANU-PF. Mais il est aussi le ciment qui maintient le ZANU-PF. Et bien sûr, il est à craindre qu'une fois qu'il quittera la scène politique, que le parti aura du mal à rester uni. En effet, de nombreux analystes et observateurs estiment que les divisions au sein du parti sont si profondes qu'il commence à se replier sur lui-même. Nous assisterons à une nouvelle ère politique du mouvement de libération du Zimbabwe. À l'heure actuelle, donc, le plus grand combat de Mugabe serait d'arriver à laisser derrière lui un parti intact dans le contexte où, au cours des 34 dernières années qu'il a passé au pouvoir, il a semé la division pour mieux régner. Au cours de la dernière campagne électorale, le président Robert Mugabe avait promis de créer 1 million d'emplois d'ici 2018, désenchantement pour de nombreux Zimbabwéens qui s'impatientent de la situation économique et de l'absence de visibilité quant à l'avenir du parti présidentiel. Le président doit agir rapidement avant que le ZANU-PF ne se disloque. Il doit nommer un successeur. S'il n'y en a pas, d'ailleurs le Zimbabwe n'appartient pas au ZANU-PF. Ils peuvent se rapprocher d'autres partis politiques et voir s'il y a des gens qui sont capables de diriger ce pays. Nous sommes fatigués de cette polarisation. Le dernier mandat du chef de l'État Robert Mugabe s'achève en 2018. Il aura alors 94 ans. Grace Mugabe est candidate au poste de présidente de la Ligue des femmes du parti au pouvoir, une fonction qui lui permettra de siéger au bureau politique du parti. Le ZANU-PF tiendra son congrès à la mi-décembre, un rendez-vous qui devrait permettre de désigner le nouveau leader du parti. Et sachez que le romancier et essayiste tunisien Abdelwaheb Medeb est décédé à Paris ce jeudi des suites d'une longue maladie. Spécialiste de l'histoire du soufisme, il a été récompensé à plusieurs reprises pour ses ouvrages qui ont contribué à la diffusion de la littérature arabe dans le monde. En Tunisie, la campagne électorale bat son plein. Après les élections législatives du 26 octobre, les Tunisiens s'apprêtent désormais à élire leur président. Le scrutin est prévu pour le 23 novembre et sur les 27 candidats en lice, on retrouve une femme, Keltoum Kenou. L'ancienne présidente de l'association tunisienne des magistrats se présente comme candidate indépendante. Marina Vanier. Sur 27 candidats à l'élection présidentielle du 23 novembre 2014 en Tunisie, seule une femme en lice. L'ancienne présidente de l'association tunisienne des magistrats, Keltoum Kenou, se présente à la magistrature suprême comme candidate indépendante. Keltoum Kenou séduit par son discours sérieux et crédible, loin de tout sentimentalisme ou populisme. Mais son passé militant pour l'indépendance de sa corporation, sous le régime de l'ancien président Ben Ali, joue également en sa faveur. Je pense convaincre les gens à travers mon programme, je vais les convaincre par mes actes, je vais les convaincre aujourd'hui. Le meilleur message que nous puissions renvoyer au reste du monde, c'est la présence d'une femme arabo-musulmane à la tête de la République. Elle n'est pas la seule à s'être annoncée candidate à l'élection présidentielle. D'autres comme Emna Mansour Karoui ou encore Badra Galou ont tenté de se présenter
présentés à la magistrature suprême, mais leurs dossiers n'ont finalement pas été acceptés par la commission électorale. Les femmes ont la compétence et la capacité, mais elles continuent de lutter. Lors des prochaines élections présidentielles, nous pourrions assister à une victoire féminine. La mentalité peut également changer parce que nous sommes sur la voie de la démocratie. Après la révolution de Jasmin en janvier 2011, nombreux sont les acteurs de la société civile qui avaient craint un recul dans les acquis de la femme tunisienne en raison de la victoire des islamistes d'Ennahda lors des élections du 23 octobre 2011. Si Kaltoum Kenou arrivait à passer le premier tour, cela marquerait un tournant majeur dans l'histoire de la politique tunisienne et arabe. Depuis 2 décennies, des actions sont entreprises au Rwanda pour l'émancipation de la femme qui représente plus de 52% de la population. Une émancipation qui passe inévitablement par une indépendance financière. C'est dans ce cadre-là qu'elles sont de plus en plus nombreuses à entreprendre. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Olive Adjakotan. Faire cuire ces aliments à partir du biogaz au Rwanda, c'est désormais possible. Avec le projet Flexi Biogaz, les agriculteurs trouvent cette nouvelle technique économique. Depuis que j'ai reçu le Flexi Biogaz, je l'utilise pour cuisiner. J'ai de la lumière et j'arrive à acheter de la nourriture ainsi que du sel. Je ne suis plus obligée d'acheter du bois ou de l'huile. L'argent que j'économise me sert à faire autre chose. Le biogaz est obtenu à partir de la fermentation des excréments des mammifères ruminants. À la fin du processus de fabrication, du gaz méthane prêt à utiliser est produit. Les populations formées pour la circonstance participent désormais à la chaîne de production de cette nouvelle forme d'énergie renouvelable dans les villages. Il est très facile à utiliser. Il faut juste une vache pour faire fonctionner ce flexi-biogaz qui est facile à installer. Il y a donc une petite erreur technique. Donc revenons donc sur notre reportage de notre correspondant en Rwanda, Olive Adjakotan, sur l'émancipation de la femme au Rwanda. L'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat, c'est l'ambition des autorités du Rwanda. Depuis 1994, plusieurs mécanismes ont été mis en place pour améliorer la condition de la population féminine dans le pays. Aujourd'hui, elles sont de plus en plus nombreuses à être chefs d'entreprise dans presque tous les secteurs d'activité. Nous sommes ici à Gikondo, un quartier de Kigali, où de nombreuses femmes exercent surtout dans l'import-export et dans les services. Les affaires, en général, ça se porte à l'amiable, je dirais bien, mais il y a certaines difficultés. Quelquefois, avoir des opportunités, c'est un peu rare. Si tu raccroches un contrat, c'est bon, tu as ton argent. Les autres femmes encouragées pour faire un travail de gouvernement, c'est un bon travail parce que vous ouvrez la tête, vous faites une activité comme les hommes, il n'y a pas de problème. La Fédération du secteur privé du Rwanda compte 10 chambres, dont une dédiée à la promotion de l'entrepreneuriat de la femme. La 10 chambres a été créée en 2005 et compte près de 2000 femmes entrepreneurs. Toutefois, des défis restent à relever, notamment dans la maîtrise des outils de la communication. They struggle to catch up with Les femmes entrepreneurs doivent s'approprier les nouvelles initiatives visant à rentabiliser les affaires. Elles doivent surtout exploiter davantage les technologies de l'information en consultant des marchés propices pour le développement de leurs entreprises. Le pays compte atteindre l'émergence économique à l'horizon 2020. Au Rwanda, le secteur privé contribue à 10% au produit intérieur brut en 2010. Un forum s'est tenu à Kigali en septembre 2014 pour développer davantage le secteur privé, mais surtout trouver des fonds pour soutenir l'entrepreneuriat des femmes. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.